Nous étions sur la Centrafrique que nous évoquions donc ces sanglants affrontements à Birao. Le président centrafricain a parlé d'une dizaine de morts. Dominique Alizio, donc c'est cette reprise de la main que l'Union africaine avait laissé présager dans l'accord de paix de Khartoum n'est plus d'actualité? Oui, mais c'est ce qu'on disait tantôt. Mais lorsque l'Union africaine est financée par l'Union européenne, et dont certains pays membres de l'Union européenne sont des acteurs majeurs de cette crise, qui tirent des intérêts, qui profitent de ce pays. Est-ce que vous êtes sûr que l'Union africaine peut sortir ses muscles à cet effet? Peut-être en voulant le faire, on peut taper non, calme-toi, parce que bon, et attends, on verra. Parce qu'en fait, la Centrafrique ne méritait pas ça. Ce pays, on a créé artificiellement la Séléka, qui est venue du Tchad, puissamment armée par des pays occidentaux, pour venir semer le bordel dans le pays. François Bozizé. François Bozizé, parce que le général Bozizé, en tout temps, voulait donner des concessions minières à l'Afrique du Sud. Et ils ont dit non, pas question. Donc ça veut dire qu'il est en train de... Comme si ce pays n'est pas indépendant. Comme si ce pays ne peut pas décider de qui peut profiter de son sous-sol et aussi permettre au pays, parce que ces Occidentaux, ils sont tellement gourmands que quand ils viennent, ils veulent pas 90%, ils vous laissez peut-être 10% ou 5%. Ah ben s'il y a d'autres offres plus intéressantes, ben pourquoi ne pas souscrire à ça? Et mais malheureusement, comme c'est eux qui décident, bon, voilà ce qu'ils ont semé. Et ils sont incapables de maintenir la paix, de ramener la paix. On crée la MINUSCA, justement, qui est là depuis. Parfois, même ces militaires sont matraqués ou massacrés par ces rebelles. Et finalement, on se demande si cette crise-là, c'est pour demain matin. Parce que c'est vrai que, par curiosité, le parrain de cette crise, qui n'est autre que l'ancien président soudanais, Omar Béchir, est entre les geôles. Donc, qui peut aujourd'hui, c'est l'Union africaine au moment qui devait prendre la main et se dire, bon, nous étions de bout en bout aux discussions, aux négociations qui aboutissent à l'accord. Donc, il faut respecter, mais rien ne se fait. Et je ne pense pas que ça peut se faire aussi facilement comme on puisse imaginer. Alors, il y a aussi une faiblesse dans l'accord de paix de Khartoum, c'est que ça n'a pas prévu de sanctions. C'est aujourd'hui que ces sanctions sont en train d'être consolidées selon M. Montero, jusqu'à ce qu'on consolide cet accord en le renforçant par les sanctions, les exactions. La plupart des missions des Nations Unies ne prévoient pas tellement de sanctions. Et les sanctions, des fois, sont plus fragiles et que ça n'inquiète pas les belligérants, les forces en présence. Alors donc, comme on l'a déjà dit, la Centrafrique continue déguiser l'appétit glouton, il faut se répéter, l'appétit glouton des puissances économiques. Et ça, tant que ces puissances-là n'auraient pas fini de tirer leur épingle de jeu, la Centrafrique continuera pas de dépouiller le pays, de dépouiller le pays. La Centrafrique ne connaîtra jamais de paix. Et c'est malheureusement, c'est les pions qu'ils utilisent, c'est nous-mêmes. Pour qu'on ne parle pas du moderne, enfin, d'une colonisation moderne. Donc on utilise nous-mêmes qui sommes les Africains. Puisque là, on ne peut pas parler encore de colonisation visible, mais c'est nous-mêmes qui sommes ces instruments. On nous utilise. On nous utilise, on nous instrumentalise. Et voilà le pays que nous laissons à nous-mêmes et à nos progénitures. Donc, comme il a dit tout à l'heure, c'est dommage, l'Union africaine ne peut pas faire grand-chose, puisque l'Union africaine n'est pas indépendante financièrement. Donc l'accord, tout est ficelé par la communauté internationale. On met juste l'Union africaine juste comme un décorateur. Oui, bien sûr, décorateur comme enjoliveur, et puis enjoliveur, et puis c'est fini. Bon, donc aujourd'hui, est-ce que quand ça capote, est-ce qu'il y a la réaction de l'Union africaine? Souvent, il y a plus. On ne voit pas l'Union africaine réagir. Des réactions timides. Des réactions timides, mitigées de part et d'autre. Et puis, c'est comme ça. Bon, donc, c'est dommage pour la Centrafrique. Et vraiment, ça doit nous faire réfléchir. Mais quelle réflexion nous faisons sur ces sujets depuis là? Parce que la Centrafrique n'est pas le premier pays à être victime de tout ça. Il y a d'autres qui sont encore là. Comme la Libye aujourd'hui. Comme la Libye, comme le Mali, RDC qui sont là. Parce que leur seule
leur malheur, leur péché, c'est d'avoir des sous-sols riches. Leur péché, c'est d'avoir des sous-sols riches. Et finalement, bon. Donc, il faut être pauvre. Il faut avoir des sous-sols pauvres pour ne pas. Comme le Togo, nous n'avons rien chez nous. Pour être tranquille. Pour être tranquille. Il y a Ange-Maxime Kazagui, qui est le porte-parole du gouvernement centrafricain, qui estime que malgré ce qui s'est passé, l'accord de paix reste et demeure. Il dit on ne signe pas un accord pour aller le détruire au premier dérapage, mais là, c'est la porte ouverte au dérapage. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Mais, vous savez, nous sommes dans une phase de guerre stratégique entre puissances et le terrain de jeu se retrouve en Afrique. Ça, c'est une réalité qu'il faut... Pourtant, il parle du continent de l'avenir. Donc, c'est une réalité qu'il faut mettre en jeu. Parce que quand vous voyez les puissances aujourd'hui comme les États-Unis, la Russie, la Chine et les nouveaux dragons, ils sont dans une logique de pouvoir, au moins dans les 100 ans à venir, disposer de ressources nécessaires, non seulement à leur industrie, mais à leur économie et pour les générations futures. Pendant ce temps, nous, en Afrique, on ne pense pas encore aux générations futures. Et cette stratégie-là a pour terrain de jeu l'Afrique. Tout à l'heure, quand on parlait des sanctions, mais on a vu les sanctions en Côte d'Ivoire lors de la guerre en 2002. On a vu ce que ça a donné. Malgré qu'il y avait des sanctions, ça n'a pas empêché la rébellion. Il y avait même de l'embargo même de Guillaume Soro, de Ouattara. Ça ne les a pas empêchés de disposer des armes, d'être équipés, d'en acheter tous les jours, et puis de monter des assauts vers le sud, malgré qu'il y avait une zone tampon dirigée par les Français. Voilà. Donc il y avait aussi la Libye où des résolutions avaient été prises pour sanctionner, mais cela n'a pas empêché le général Haftar de faire tout ce qu'il veut et de bombarder, de lancer des assauts sur Tripoli. Et au Mali, il y avait pas mal de résolutions qui avaient été prises pour régler la crise au niveau du nord et puis du centre. Mais cela n'a pas empêché que les rebelles s'arment et personne ne les a punis. Donc en Afrique, quand on parle de résolution, c'est qu'il faut signer un papier pour applaudir, sabler du champagne, et puis après tout le monde retourne dans son état-major et il fait ce qu'il veut. Mais moi, je crois qu'il y a quand même un aspect fondamental que les gens semblent ignorer. Il y a deux acteurs majeurs qui peuvent contribuer, si on peut le dire ainsi, à la paix en Centrafrique. C'est le général Bozizé et le Michel Djotodia. Les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les deux. Lorsque vous voyez ces groupes armés, ils sont des parrains. Qui se réclament qui se réclament. Et ils sont des parrains. Mais ils n'ont pas été associés à l'accord de paix. Justement. Et quand c'est comme ça, je m'interroge. Je me dis, bon, si les parrains ne sont pas... Je crois que c'était Denis Sassou Nguesso qui les avait, pour une fois, voulu organiser une conférence en leur présence. Mais je crois que ça, il y a eu des couacs et puis ça n'a pas abouti. Tant qu'on n'associe pas les deux acteurs de cette crise, je ne suis pas sûr que ce pays peut retrouver une paix durable. Il faut qu'ils soient impliqués. Il faut qu'on garantisse que ce pays peut retourner aux élections libres. Et je crois que les acteurs, on peut procéder au désarmement, au DDR. Et tant qu'il n'y a pas non plus de DDR, les gens ont leur armes et leurs munitions. Ils continuent toujours pas à raisonner, à prendre d'autres armes ou bien à s'équiper davantage. Mais comment vous voulez qu'ils puissent souscrire à la paix? Puisque les territoires occupés, c'est des territoires qui sont riches en sous-sol, en minéraux. Ils exploitent, ils ont des débouchés et ils ont des acheteurs. Qui achètent? C'est encore les mêmes options. Jusqu'à présent, on ne parle pas du diamant de sang de la Centrafrique, ni de l'or de sang. Pour le moment, il n'y a pas de sang là-dessus. C'est vraiment dommage. Je ne pense pas que Michel Djotodia ou François Bozizé soient vraiment la clé à la solution. Parce que c'est des pantins aussi entre les mains des Occidentaux. Non, c'est vrai. Donc, quand j'entendais dans un débat sur la Deutsche Welle la dernière fois, justement concernant la Centrafrique, où quelqu'un disait que Bozizé a la clé, il y a un autre qui lui a dit non. Bozizé est un pantin, Michel Djotodia aussi est une marionnette. Voilà, c'est des gens qui sont manipulés. La clé de ce problème centrafricain, c'est que les Centrafricains eux-mêmes prennent conscience
qu'ils sont en train de détruire leur pays Pour des années, pour des années. Voilà, au profit des puissances étrangères. Et une fois que eux-mêmes ils seront conscients, ils seront conscients qu'ils sont en train de détruire leur pays et de s'asseoir entre eux pour trouver des solutions de partage du pouvoir, d'aller vers un gouvernement d'union qui va réorganiser l'État et réorganiser même des élections, parce que n'oublions pas que Touadéra a été élu démocratiquement. Donc, et réorganiser des élections, ce pays-là ne marchera pas. Donc, Michel de Todia ni Bozizé ne sont pas la solution, à mon avis. Ça veut dire, Pasteur Edo, que la Centrafrique, c'est normalement ce pays qui a besoin d'un grand dialogue national. Il gagne une autre nationale comme au Cameroun. Et non pas Paul Biya. Paul Biya aussi en a besoin, parce que là, ça brûle dans sa maison. Bon, donc je crois quand même qu'un dialogue national, mais un dialogue vraiment national et inclusif, ça pourra faire l'affaire. Mais est-ce que les puissances, vous savez, quand c'est comme ça... avec qui? Un dialogue avec qui? Parce que entre tous les acteurs. Qui signent des accords et qui reviennent le lendemain reprendre des armes. Oui, mais peut-être que... Est-ce que... est-ce que c'est le parrainage? Est-ce que des fois c'est le parrainage? Il y en a dans les champs de son gouvernement. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Je crois quand même que... Comme il l'a dit tout à l'heure, précédé même par Dominique, le problème centrafricain, c'est vrai quand même on avait pensé quand même que Bozizé et Jotodia avaient la clé, mais à cette allure-là, je crois quand même qu'eux aussi sont manipulés. Et qui va régler le problème centrafricain? Mais c'est la question qu'on se pose entre les Centrafricains eux-mêmes. Ça peut se passer. Mais est-ce que les puissances étrangères, souvent, vous savez, on n'a pas de moyens, on n'a pas de trucs. Il faut avoir des moyens, il faut avoir même le lieu du dialogue, il faut choisir. Et des fois, ça pose problème. Je l'ai dit, il a été manipulé pour faire un coup d'État à Patassé. Jotodia a été manipulé pour faire un coup d'État à Bozizé. Et ainsi de suite, c'est le cycle. Et puis le cycle revient. De toute façon, le second sujet, c'est le Cameroun. On va évoquer donc la crise anglophone et le grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya. Paul Biya donc a annoncé mardi la convocation fin septembre d'un grand dialogue national sur le conflit meurtrier entre les groupes séparatistes de la minorité anglaise et les forces de sécurité dans l'Ouest, au moment où son régime fait juger pour insurrection des leaders de l'opposition. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national qui nous permettra d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État camerounais, âgé de 86 ans au pouvoir depuis 37 ans, dans une adresse à la nation retransmise sur les antennes de la radio nationale. Un grand dialogue national au niveau du Cameroun. Anani Sossou, moi j'ai lu tout à l'heure, quand je préparais cette émission, la réaction d'Ayoub Tabé, le leader séparatiste qui a été condamné à la prison à perpétuité. Je peux résumer, c'est-à-dire c'est une farce. Mais comment est-ce qu'on peut organiser un dialogue national en ayant ses opposants soit à l'extérieur du pays, soit en prison, et avec une parodie de jugement qui a été fait? Le Cameroun, c'est un grand pays que je connais pour avoir été à plusieurs reprises dans ce pays. La crise anglophone, qu'on dit, c'est une crise qui est vraiment essentielle, puisque à l'indépendance de ce pays, il avait été dit qu'il y aura une succession de présidents, soit anglophones, soit francophones, soit l'un est président, l'autre est vice-président. Mais ça n'a jamais été respecté sous notre cher Biya. Donc, là, quand vous allez vers Bamenda, au nord-ouest du pays, c'est des endroits qui sont enclavés. Or, c'est des endroits immensément riches. Et les habitants, ce sont des populations qui ont de l'argent. Mais l'État a disparu de ces zones-là. L'État n'existe quasiment pas. C'est comme si vous allez aussi au nord du pays, vers Garoua. L'État a complètement disparu. On a l'impression qu'au Cameroun, n'existe que Yaoundé et Douala. Et un peu Maroua. C'est tout. Donc, cette crise anglophone pourrait être aussi une crise francophone si les francophones aussi voulaient faire les mêmes revendications que les anglophones. Parce que le pays, c'est un pays qui a été pillé, qui a été spolié, où la corruption est endémique, où des gens se sont enrichis immensément, pourvu que ce soit des gens qui soient dans l'ossature, soit de Chantal Biya, soit dans les parages du chef de l'État lui-même. Et Biya, qui passe 8 mois sur 12
en Suisse, n'arrivent à rien gérer dans le pays. La crise anglophone, c'est une crise sociale, c'est une crise éducative, c'est une crise sanitaire, c'est une crise économique. C'est des gens qui n'en peuvent plus de subir indéfiniment les assauts des francophones. Oui. Parce que quand on veut nommer des premiers ministres, ce sont des premiers ministres francophones qu'on nomme, alors que le chef d'État aussi est francophone. On a l'impression que c'est un pays le président de l'Assemblée nationale également. Voilà. On a l'impression que c'est un pays qui ne vit que pour les francophones. Voilà ce qui a suscité la crise anglophone. On aurait pu prendre autrement le problème. Lorsque les premiers soubresauts ont commencé, on aurait pu convoquer les anglophones, les écouter et essayer d'apporter des solutions. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui a autant de rivières et autant de fleuves qui produisent de la richesse, du poisson. Quand vous allez, de l'énergie, quand vous allez vous manger du poisson au Cameroun, vous êtes vraiment... Et il y a du bois à gogo. Et en dehors du bois, il y a de l'or, il y a du pétrole. Donc c'est un pays immensément riche. Mais qu'est-ce qu'il en fait, Biya? John Fundi, le leader anglophone, il a voulu porter la voix de ce truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'instar d'autres pays, il a succombé au charme de Biya, il a pris ce qu'il pouvait prendre et il a disparu de la scène, tout en laissant ceux qui étaient derrière lui, les anglophones qui avaient compté sur lui pour essayer de trouver des solutions. Régulièrement, il fait l'objet d'enlèvement. Voilà. Donc, comment est-ce que aujourd'hui Biya peut convoquer un dialogue national, parce qu'on ne connaît même pas le cadre du dialogue national. Il avait dit que ceux qui déposent les armes, on va les pardonner. Mais ça, c'est pas trouver un accord, ça. L'accord, qu'est-ce qui a amené à cette guerre, à ce séparatisme? C'est parce que les gens souffrent. C'est parce que les gens veulent un système éducatif adéquat, un système sanitaire adéquat. Les gens veulent manger à leur faim. Tant qu'on ne trouvera pas. Et puis la crise, elle est aussi politique et institutionnelle, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est une crise politique et elle est institutionnelle aussi. Donc, Biya ne peut pas laisser des gens en prison et dans le même temps vouloir organiser un dialogue. Ça montre que déjà la base est faussée parce que c'est ce que disait Ayoub Tabé. On va dialoguer avec qui? Quand il y a plusieurs Camerounais qui ont fui les affres du régime de Biya, qui sont à l'extérieur, d'autres sont en prison, et il parle de grand dialogue national. C'est avec qui? Alors, il faut reconnaître que le rebondissement si la crise a pris de l'ascendance, c'est parce que c'est juste après la condamnation oui, bien sûr, des leaders, et cela a fait que Paul Biya, en principe, depuis longtemps, on parlait de ce dialogue-là, mais le gouvernement de Paul Biya n'était pas d'accord, ne voulait pas, il fallait discuter avec qui. Et d'ailleurs, il considérait ces gens comme des voyous, comme des gens qui n'étaient pas représentatifs. Et aujourd'hui, il s'est rendu compte quand même que la situation est en train un peu de lui échapper. Donc il faut convoquer un dialogue. Et comme Anaïs l'a dit tout à l'heure, le dialogue, comment cela va s'organiser, quel est le cadre, qu'est-ce qu'on sait. Et que si, dans son discours, il parle qu'il y a l'offre de pardon à ceux qui déposeraient les armes, est-ce que les gens ne sont pas prêts à déposer même les armes? Parce que ce qu'ils cherchent, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et ce n'est pas à beau milieu, ils vont déposer les armes. Et ça, que ça soit, Paul Biya doit en savoir, et son gouvernement doit en savoir quand même que la situation, là où nous en sommes aujourd'hui, la situation est en train de s'empirer. Et si dialogue devait y avoir, c'est plutôt le préalable, c'est de libérer ceux qui sont en prison. Et d'ailleurs, c'est ça la revendication de ceux qui tiennent encore les armes. Donc, il faut libérer ceux qui sont en prison. Et maintenant, on peut avoir quand même la quintessence d'un dialogue qui puisse aboutir. Mais là, le Cameroun, chaque fois qu'on parle de Cameroun, on pense, c'est un grand pays. D'abord, qui s'est démarqué par le football, qui est connu par le sport, par le football. Et quand on parle de Cameroun politique, c'est Paul Biya qui est au pouvoir, qui est là et qui passe tout son temps. Je crois que son discours là même, est-ce que c'est au Cameroun qu'il a fait? Son discours, on se demande. C'est au Cameroun qu'il a fait? Parce qu'il a l'habitude de faire des trucs depuis Genève. Et c'est dommage. Et personne ne le dit. Aucun de ses collègues, chef d'État, ne dit pas pourquoi tu passes tout de temps hors de ton pays. Bon, on ne le dit pas. Ça, j'aime pas les Camerounais. Et c'est dommage.
Toujours parlant du format du dialogue, est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que certains analystes estiment que si des gens se déclarent aujourd'hui comme étant soutenant la cause sécessionniste des anglophones et se présentent à ce dialogue, c'est qu'eux-mêmes, ils ont dévoilé leur visage. Oui, mais ce qui quand même, moi je dis au-delà de tout ce que mes deux confrères ont dit, il faut quand même saluer l'initiative. Peut-être dans le discours, il n'a pas tout dévoilé. Il n'a pas mis ce qui est le format, il a annoncé, puisqu'il a dit jusqu'à la fin de ce mois. Donc je pense qu'on a encore 2 ou 3 semaines. Et si il y a une bonne volonté, c'est le Premier ministre qui conduira. Justement, s'il y a une bonne volonté, que le dialogue soit convenablement préparé. Et comment le dialogue peut se préparer? Il faut associer ou échanger avec les belligérants. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, venez. En ce moment, bon, ils peuvent dire, bon, nous voulons d'abord la libération de nos leaders qui sont emprisonnés. Et là, on peut s'asseoir. Si ça peut arriver ainsi, je crois que ne disons pas de facto que ce dialogue est mal parti. Disons que c'est juste un discours. Maintenant, ce qui va se passer, c'est l'organisation, la préparation de ce dialogue. C'est là que nous allons voir. Et là, on peut se dire non, ce dialogue-là, c'est pas évident que ça va. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce dialogue sans les belligérants, sans les acteurs importants, sans les acteurs majeurs. Ils doivent être là. Ils doivent participer à ce dialogue et voir ensemble. Parce que la zone anglophone en question, c'est vrai. Et si nous suivons les médias justement occidentaux qui nous racontent parfois des histoires dormies debout, mais bon, c'est eux qui ont les moyens de couvrir tous les pays. Mais on présente cette zone comme étant une zone totalement abandonnée. Et il y a le système anglophone enseigne l'anglais, mais que dans les tribunaux, dans certaines situations, dans l'administration, il n'y a pas l'anglais, n'est pas systématique. Donc, il faut qu'ils réclament que ce deal qu'il y a eu à l'indépendance soit respecté, 2 langues, 2 systèmes, 2 langues. Et maintenant, il revient au gouvernement de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je dis ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Maintenant, quels sont les besoins? C'est vrai que tout le Cameroun, comme l'a dit Anani tantôt, ce n'est pas seulement que même tu vas à Yaoundé ou à Douala, les gens vont se plaindre, les gens se plaignent. C'est vrai que les grandes infrastructures, c'est là-bas. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut encore faire là et ailleurs. Vous savez, Paul Biya, je ne suis pas sûr qu'il fait encore 8 mois à Genève parce que avec 2 crises qu'il a sous les bras, notamment Boko Haram au nord, qui en tout temps qui est une guerre qui lui est arrivée alors que c'est Boko Haram, c'est au Nigeria que ces terroristes sévissaient. Et finalement, l'histoire anglophone, donc je crois qu'aujourd'hui, doit passer peut-être 2 ou 3 mois juste. Et le reste du temps, il est chez lui parce qu'il est obligé d'être là pour gérer, pour suivre de près. Parce que ça, tu ne peux plus être à l'extérieur pour qu'on l'informe. Ça c'est mal connaître Biya. Ah ben là, il y a un problème. Parce que là, déjà, le fait de donner un chronogramme, pour une crise aussi importante, de donner déjà un chronogramme que jusqu'à fin de ce mois, il faut que Biya soit sérieux un peu. Parce que c'est pour convoquer un dialogue, c'est un travail qui se fait en amont. Et il faut aussi des émissaires qui préparent le terrain, qui préparent les assises. Non, pas seulement les assises, mais les mentalités à s'accepter autour d'un dialogue. Et que c'est des gens en coulisses qui vont essayer de concilier les positions avant qu'on le convoque un dialogue. Là, Paul Biya se lève un beau matin et puis il dit, bon, jusqu'à la fin du mois, moi je veux un dialogue. Comment ce dialogue-là peut être mené aussi sérieusement, avec autant de problèmes sur la forme que sur le fond. Et voilà, avec autant de problèmes qu'on connaît. Donc c'est pour ça, moi, je suis très sceptique sur le fait que Biya puisse réussir un dialogue de cet enjeu-là. Les problèmes resteront, parce qu'on ne va pas aller à un dialogue où avec Pasteur Edo et Dominique, on est en conflit et puis on se retrouve autour de la table, on discute. Et puis chacun va... Or, c'est un travail qui doit se faire en coulisses. Et puis les résultats, c'est autour des résultats là, maintenant qu'on va se rassembler pour essayer que chacun refasse des concessions. Qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter, compte tenu du budget de l'État. Compte tenu des moyens dont dispose l'État, qu'est-ce qu'on
peut faire dans un premier temps pour essayer d'apaiser un peu les souffrances de la zone anglophone. Mais là, il y a quand même un point il y a un véritable problème qui est là. Paul Biya a estimé qu'il n'y aura pas de dialogue, c'est l'unicité de l'État. Oui, c'est normal. Oui, bon. Ça, c'est un symbole depuis l'indépendance. C'est un symbole et depuis l'indépendance. Les anglophones savent qu'en réclamant une sécession, ils sont hors la loi. Donc, donc c'est un principe qui est déjà acquis. Même s'ils demandent aujourd'hui une autonomie, mais au fait, comme on le sait, c'est social. C'est social. Et donc, la solution à apporter... Il n'a fait aucune annonce sociale. La solution à apporter... La solution est plus que sociale, en fait. Oui, mais elle est née. politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'aspect politique aujourd'hui a pris le pas. Mais c'est vrai quand même que ce que les anglophones reprochent à l'État, au gouvernement de Yaoundé, c'est parce que du point de vue social, ils sont lésés, ils sont abandonnés. Et donc, il va falloir quand même qu'on les prenne, qu'on les accepte en tant que faisant partie du Cameroun et qui bénéficie de toutes les ressources de Cameroun. Bon, si c'est à Yaoundé, à Douala et autres, et que les autres parties ne sont pas concernées, cela va toujours crisper. C'est les Blancs qui ont créé tout ça. Mais il faut aussi savoir, c'est les Blancs. Pourquoi ils ont divisé l'Afrique? Des frontières, des pays qui on nous partageait, nous-mêmes nous étions sur notre continent. Ils sont venus nous partager, mettre des frontières et créer tout ce que nous voulons. Non, mais c'est eux. Mais c'est le principe là est acquis depuis pendant l'indépendance. C'est déjà fait. Maintenant, nous-mêmes, quelle responsabilité nous prenons? Ils sont encore là, ils nous instrumentalisent. Malheureusement. C'est nous là. C'est nous qui nous donnons la tête. Voilà. La situation est compliquée. On espère que ce dialogue, pour nous, pour le peuple africain, c'est que ce dialogue a et que le Cameroun retrouve la paix. Et que les anglophones et les francophones qui ont encore de... N'oubliez pas qu'à côté de nous ici, le Togo britannique, où eux aussi réclament, ils ont des velléités d'indépendance. N'oubliez pas ça également. Tout ça, là, moi, je dis, qu'est-ce qu'on veut? Créer des micro-États, des États de 2000 km² ou je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que l'autre partie ici est intégré au Ghana. D'accord, nous allons prendre l'antenne pour le journal et puis nous revenons après pour continuer.